Bien. Donc, il m'a été demandé, ce que j'ai accepté avec grand plaisir, d'évoquer avec vous le choix et l'interprétation des analyses dans un premier temps, qu'on a un petit peu restreint aux analyses sérologie, PCR et bactériologie dans le cadre des maladies infectieuses équines. Tout ça pouvant prendre le relais, on peut faire une webconférence de 2 jours sur un thème comme ça, donc on va se restreindre, on ne sera forcément pas exhaustif. Et j'ai fait un choix qu'on pourra éventuellement discuter, et ce sera intéressant d'avoir vos retours justement dans le questionnaire de fin, qui est un choix de faire une première partie, vous verrez, qui est un petit peu théorique, de rappel des grands principes, des analyses, des éléments, etc. Et puis un deuxième volet, alors qu'on ne pourra pas être hyper interactif parce que c'est un petit peu compliqué sans avoir des boîtiers ou autre, mais où on partira sur 4 cas cliniques qu'on essaiera d'explorer ensemble par la voie du son et puis éventuellement de vos retours chat. Euh, donc, comment interpréter une analyse? On a le premier choix qui est de faire appel à une caravane au milieu de la place du village et puis une boule de cristal. Autrement, on peut essayer d'avoir une démarche qui est une démarche raisonnée. Et sur quoi s'appuie-t-elle cette démarche? Elle s'appuie essentiellement sur 4 grands temps ou 4 grands éléments, que sont donc des éléments qui relatent, qui sont en lien avec l'animal pour lequel on intervient, ou les animaux, et entre autres son âge, son sexe, sa race, qui peuvent, on le verra tout à l'heure, avoir des influences éventuellement sur les critères d'interprétation. On peut aussi, et c'est forcément un élément à prendre en compte essentiel, avoir des liens avec le contexte dans lequel on intervient. Quelle est l'histoire générale du cheval, quelle est l'histoire et l'évolution de la maladie. Alors, pour employer des mots un petit peu plus scientifiques, on parle d'anamnèse et de commémoratif. Pour nous qui sommes en laboratoire, quels sont les symptômes qui ont été observés, puisque on a besoin d'avoir les mains, les oreilles, euh, du vétérinaire qui est sur le terrain, parce que lui, il aura palpé, touché, ausculté, pris de la température, etc. Ce sont des informations essentielles à la bonne interprétation. On a aussi, ah, Frédéric, j'ai un souci de défilement. Ah, pardon, ça y est, c'est parti. On a aussi des éléments en termes donc, qui sont influencés par le prélèvement. Quel est le site de prélèvement? Si on fait un écouvillon au bout du nez, un lavage dans la trachée ou un lavage dans le fond des poumons, eh ben, on ne va pas forcément retirer le même niveau d'analyse, on ne pourra pas rechercher la même chose, et en tous les cas, on ne pourra sans doute pas les interpréter de la même façon. De manière identique, des éléments, ce qu'on appelle nous pré-analytiques, c'est-à-dire pour une prise de sang, le type de tube. Hein, vous avez vu qu'il y a des bouchons de couleurs différentes. C'est pas juste pour faire joli dans les boîtes, c'est parce que dans les tubes, il y a des petits éléments, en général des liquides, du liquide, alors des anticoagulants de différents types, etc., qui vont avoir éventuellement une influence. Certaines analyses pouvant se faire que sur du sérum, donc des tubes rouges en général, ou d'autres nécessitent du plasma. Donc là, dans ce cas-là, on pourra avoir du tube violet, du tube vert, du tube bleu, euh, en fonction des éléments. Donc ça, c'est essentiel. Le traitement éventuellement préalable du cheval, hein, c'est-à-dire que si on veut faire une analyse pour une recherche de bactéries, alors que le cheval, il a déjà eu 8 jours d'antibiotiques, c'est comme pour nous. On risque d'avoir un résultat négatif juste parce que les antibiotiques auront engendrer une couverture antibio qui fera que le germe ou les germes potentiellement incriminés ne pousseront pas in vitro au laboratoire. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel à savoir pour nous. Et puis un autre élément qu'on oublie souvent, c'est le temps et la température d'acheminement. Hein. Certaines bactéries peuvent éventuellement se multiplier par 2 en 20 minutes, et puis certains virus très fragiles peuvent, eux, mourir en 20 minutes. Hein. Donc ça, c'est essentiel. Et donc la température d'acheminement, elle peut aussi avoir, pour certaines maladies, un rôle essentiel. Pour ceux qui ont une activité autour de la montre, vous y êtes habitué, notamment par exemple pour la métrite contagieuse, hein, où c'est, si on veut de la culture pour cultiver cette bactérie, c'est 24 heures d'acheminement maximum si
on n'a pas de protection par couverture du froid, hein, et on peut aller jusqu'à 48 heures si le prélèvement est acheminé avec du froid, et on peut aller jusqu'à 72 heures, mais là il faut utiliser une autre technique qui est l'immunofluorescence ou la PCR. Donc voilà, ces notions-là de temps, elles sont essentielles. Vous verrez aussi que cette notion aussi de temps, elle est essentielle dans le choix de la méthode par rapport au moment d'intervention et de prélèvement, par rapport au début de la maladie. Enfin, deux éléments qui sont aussi essentiels à prendre en compte, qui sont eux des éléments purement techniques, ce sont des éléments qu'on appelle la sensibilité analytique, c'est-à-dire que c'est la plus petite quantité de ce qu'on veut rechercher qui est détectable par une méthode donnée. Et toutes les méthodes ne sont pas égales de ce fait-là. Et ce qu'on appelle aussi la sensibilité et la spécificité d'une méthode, c'est-à-dire le risque d'avoir un résultat faussement négatif ou le risque d'avoir un résultat faux positif. Ce qu'on appelle un faux négatif, c'est-à-dire un animal dont le résultat sort négatif alors qu'il est pourtant bien infecté, et un faux positif, c'est le résultat d'un animal dont le résultat final est positif alors qu'il n'est pas infecté par tel agent pathogène. C'est ce qu'on appelle aussi parfois des phénomènes de réaction croisée avec certains virus ou certaines bactéries qui peuvent être amenés à ce que les analyses se prennent un peu les pieds dans le tapis ce qu'on ait des croisements et des résultats donc faussement positifs. Donc vous voyez qu'il y a déjà tout un contexte général, tout un tas d'éléments qu'il faut intégrer. Euh, et ça, c'est un élément qui est important et seul le vétérinaire aujourd'hui peut derrière avoir la vision globale de tous ces éléments entre le résultat du laboratoire, ce que lui a vu, au, ce qu'il a senti, ce qu'il a palpé, et ce qu'il peut avoir in fine sous le dans tout ça, il en fait une synthèse et il donne un diagnostic, hein. Les éléments d'analyse n'étant que des éléments d'examen complémentaires. Si on revient sur ces différentes méthodes, de quoi parle-t-on? On a des méthodes qu'on pourrait appeler non spécifiques et puis des méthodes spécifiques. Les méthodes non spécifiques, c'est par exemple une numération formule, c'est la prise de sang avec les globules blancs, les globules rouges. Vous avez sur la diapo un exemple de ce que peut être euh, une, euh, un résultat brut de numération formule quand ça sort d'une machine, hein. Euh, des marqueurs de l'inflammation, le fibrinogène, la sérum amyloïdate par exemple, ou l'électrophorèse des protéines. Donc ça sont des méthodes qui nous permettent éventuellement d'avoir une orientation sur le mécanisme de ce qui se passe, est-ce qu'il y a une infection, pas une infection, mais rarement ce qu'on appelle une étiologie, c'est-à-dire identifier un agent infectieux avec son nom en disant bah, c'est une infection à telle bactérie, Escherichia coli, strepto ou à tel virus. Donc on a éventuellement des premiers éléments d'orientation. Il faut se méfier quand même parce que c'est pas l'alpha non plus et l'oméga. Il y a quelques pièges, des grands pièges traditionnels, hein. Par exemple, on dit toujours ah bah, quand mon cheval a des éosinophiles, c'est qu'il est parasité. Les parasites digestifs, c'est une infection au sens large. Oui, ça marche éventuellement dans un sens, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de polynucléaires éosinophiliques à la prise de sang, il est possible qu'il y ait du parasitisme. Par contre, il y a aussi plein de chevaux qui sont parasités et qui pourtant n'ont pas de prise de sang anormale. Euh, Ça veut dire aussi que quand on utilise des automates pour faire des numérations formules ou des marqueurs de sérum amyloïda, etc., il faut avoir des machines qui soient spécifiquement paramétrées pour le cheval. Le cheval a certaines particularités et dans le temps qui est imparti aujourd'hui, on ne rentrera pas dans le détail de ça,
mais sur la taille de ces globules rouges, notamment les poulains qui ont des tout petits globules rouges, qui peuvent faire que les machines qui ne sont pas paramétrées spécifiquement pour le cheval peuvent se prendre les pieds dans le tapis. Hein, donc attention, toujours bien vérifier que le matériel qui est utilisé a bien été validé dans les spécifications. Je vous ai mis là aussi des éléments là sur le choix des marqueurs. C'est le graphe que vous avez en bas à droite, hein, entre les différents marqueurs d'inflammation. On parlait tout à l'heure de temps et c'est cette notion de cinétique. Vous voyez que la sérum amyloïda et cette courbe-là très haute euh, qui, euh, qui est très intéressante parce qu'elle survient très vite et si le problème est résolu, elle disparaît très vite. Le fibrinogène, lui, a une courbe de croissance plus lente et il disparaît plus lentement. Alors, il faut bien avoir ces notions-là en tête de cinétique quand on interprète les choses, parce qu'effectivement, ça ne va pas avoir les mêmes conséquences après au final. Élément important quand même, on fait parfois aussi, y compris dans la filière équine, de la médecine économique. Hein. Il n'y a pas la sécurité sociale qui est là derrière qui paye rubis sur l'ongle. Donc on est amené à faire des choix parfois économiques. Une ESA, pour moi, c'est vraiment le marqueur de choix et elle est très intéressante parce que très précoce et elle s'enlève très vite, elle disparaît très vite dès que le problème est résolu. Par contre, ça coûte à peu près 3 fois plus cher qu'un fibrinogène. Donc, à savoir si tout le monde peut ou pas se l'offrir et travailler avec ça. Donc, c'est aussi des éléments qui sont pris en considération par le vétérinaire quand il fait son choix. Si on revient maintenant donc à nos méthodes spécifiques, là aussi deux grands types, des méthodes de détection directe des agents pathogènes et des méthodes spécifiques dites indirectes. Les méthodes directes, c'est on recherche directement l'agent pathogène, que ce soit une bactérie, un virus, un parasite. Hein, c'est de la bactério classique, c'est des techniques de virologie où on voit si sur un tapis de cellules qu'on a en laboratoire, il y a du virus qui se développe et qui fait des petits trous. Et ou alors on peut faire un frottis, et là vous avez une belle image de frottis de sang de cheval avec des babésias, hein, des pyros qui sont dans les globules rouges de ce cheval. Hein. Ce sont des méthodes qui sont pas ou peu spécifiques, c'est un de leurs gros avantages, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de choses qui vont pouvoir pousser, puis après c'est au labo de faire le tri. Hein. Elles ont un inconvénient, c'est qu'elles nécessitent d'avoir des agents, alors hormis pour le frottis, hein, puisque là c'est un étalement sur une même et une coloration, mais autrement pour tout ce qui est technique classique de bactériaux ou de viraux, ça nécessite d'avoir un agent infectieux qui est encore vivant. Et donc ça, c'est un élément, je vous renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les conditions préanalytiques, ce qui veut dire qu'on est beaucoup plus exigeant au laboratoire sur les conditions d'envoi du prélèvement. Par contre, c'est aussi cette exigence et le fait d'avoir un agent infectieux vivant est aussi parfois un avantage, c'est-à-dire que on est sûr que c'est cet agent-là qui est responsable. Les PCR qui ne nécessitent pas forcément un agent infectieux vivant. On peut avoir une bactérie qui se promène par là, qui n'a rien à faire là, certes, mais qui n'est pas forcément la cause, qui est morte, par exemple, parce qu'elle a été traitée, mais on la retrouve toujours parce qu'on retrouve toujours un petit morceau de son ADN. Alors que dans ce cas-là, on peut avoir un résultat qui sera un faux positif en termes d'interprétation, c'est-à-dire dire le cheval a toujours son problème, si on est dans le cadre d'un suivi, parce qu'on retrouve toujours la trace de la bactérie par la PCR, alors que non, la bactérie, elle est morte, on retrouve juste l'ADN de cette bactérie. Donc là aussi, attention au choix des techniques qu'on va utiliser pour savoir ce qu'on veut faire dire derrière, parce que il peut y avoir très vite des mésinterprétations. Deux mots sur justement ces techniques de détection directe, mais qui n'utilisent pas un pathogène en entier, hein, pour lequel on utilise soit un petit morceau du pathogène, souvent un peu à l'extérieur du pathogène qui s'appelle une protéine, ou un acide nucléique, c'est l'ADN ou l'ARN hein, du parasite, du virus ou de la bactérie, soit sous forme de tests rapides, vous en avez là. Donc ça, ce sont des tests qu'on utilise, on peut utiliser chez le cheval ou chez l'être humain pour la détection de la grippe.
Vous avez une grippe positive, vous voyez qu'il y a un petit triangle là, une grippe négative avec absence du petit triangle. Gros avantage, ça dure 20 minutes, on a le résultat. Autre façon de détecter ce virus de la grippe du cheval, on peut faire de la biologie moléculaire avec de la PCR, ça donne des courbes comme ça. Et après, il y a un système d'algorithmes qui permet de travailler ça et de voir si en fonction de l'allure des courbes, de là où elles sortent, etc., c'est positif ou négatif. Inconvénient de ça, on a une durée d'analyse qui fait à peu près 3 heures, donc c'est un petit peu plus long. Par contre, après, on peut en tirer avec d'autres cibles de PCR, des analyses intéressantes. Je ne vous ai pas grossi plus que ça, un arbre comme celui-là, qui est un arbre où on collectionne toutes les souches de virus grippal qui circulent. Je vous renvoie pour ça à la webconférence que Loïc Legrand avait fait en novembre de l'an dernier, de novembre 2019, là, hein, sur le retour de l'épisode de grippe qui avait eu lieu l'hiver dernier, l'hiver 2019 où il parle plus largement de ce phénomène-là. Donc ça, c'est des intérêts de ces techniques de biologie moléculaire. On a de plus en plus qui se développent, comment aussi des kits que vous pouvez trouver chez les vétérinaires, qui sont des kits de PCR, mais de PCR très rapides, hein, en une demi-heure à peu près, qui peuvent allier les avantages de la PCR et la rapidité. Donc on pourrait dire, après tout, allons sur les tests les plus rapides, 20 minutes, tout ça, on est tranquille, c'est bien mieux que 3 heures. Oui, sauf que je vous rappelle que tout à l'heure, on a dit que toutes les techniques n'étaient pas égales en sensibilité. Si on prend notre test rapide, si on a un cheval pas vacciné contre la grippe qui fait la grippe, il va avoir une très forte charge virale au bout du nez, dans la trachée, et il n'y aura aucun souci, ces tests-là ne se prendront pas les pieds dans le tapis. Si par contre, on a un cheval qui est très bien vacciné, qui malgré tout fait une grippe, mais une grippe légère, avec une très faible charge en virus. Ce kit-là, nous on l'a expérimenté et on l'a démontré, va avoir des limites et risque de vous rendre un résultat négatif, alors que pourtant le cheval a bien du virus au bout du nez, et pourtant il peut quand même être contagieux pour ses copains. Et dans ce cas-là, c'est plus intéressant de travailler sur une technique, certes, qui dure 3 heures au lieu de 20 minutes, mais pour lequel on a un résultat beaucoup plus sensible. La technique à disposition là, dans les cabinets véto, par exemple, peut être un bon compromis de situation entre les deux. Donc là aussi, attention, quand on utilise des techniques, c'est bien d'avoir ça en tête, comme on le disait tout à l'heure, parce que le choix de la technique va forcément avoir des répercussions sur les résultats de ce qu'on va pouvoir avoir et de l'interprétation qu'on devra en faire. Toujours dans nos méthodes spécifiques de détection de tel ou tel agent. Hein, là, on recherche la bactérie de la gourme ou le virus de la grippe, mais s'il y a le virus de la rhino à côté, si on n'a pas demandé ce paramètre-là, si on ne recherche pas, on dira qu'il n'y aura pas d'info. Hein. Donc, on a des méthodes donc, spécifiques qui sont des méthodes indirectes, ce qu'on appelle en général des méthodes de sérologie. Hein. Elles peuvent être quantitatives ou qualitatives. Quantitative, ça veut dire qu'on vous donne un résultat en dilution. Pour ceux qui font des analyses régulièrement sur leurs chevaux, c'est là où vous voyez des réponses où on vous dit il y a une sérologie qui est positive au quart, au huitième, au 16e, au 32e, au 256. Donc, et les techniques qualitatives, c'est positif, négatif, éventuellement douteux, point. Il n'y a pas ce phénomène de dilution. Petit rappel, euh, quand on a un résultat quantitatif, on a un résultat, donc un cheval qui est positif au quart est moins positif qu'un cheval qui est positif au huitième ou au 16e. Hein. On multiplie par 2 à chaque fois en général. Ces techniques-là, je vous en ai cité certaines, voilà, parce que vous les voyez éventuellement sur vos bulletins de résultats, c'est l'immunofluorescence indirecte, l'IFAT, la réaction de fixation du complément, hein, la RFC, l'hémagglutination ou la séroneutralisation, la SN, qui est très fait, parce que par exemple la technique qui est utilisée pour le dépistage de l'artérite virale en très grande majorité. L'avantage de ces techniques-là, c'est que si on fait deux prises de sang à 15 jours d'intervalle, on peut avoir une évolution du taux d'anticorps. Et ça, c'est toujours intéressant pour voir s'il y a une maladie qui est intercurrente ou si c'est juste quelque chose. On a trouvé qu'il y avait eu un contact entre
le cheval ait cet agent pathogène-là, et puis bah, c'est tout. Ça veut juste dire ça au départ, hein. Mais par contre, si on a une augmentation, et là, il faut avoir une augmentation, et ça, c'est important que vous l'ayez bien en tête, de plus de 2 dilutions. C'est-à-dire que si aujourd'hui, à J0, mon cheval, il est à, au quart, par exemple, dans 15 jours, s'il est au huitième, on est passé de quart à 8, donc on a multiplié que par 2, c'est pas significatif. Si par contre il est passé au 16e ou au 32e ou au 64e, là j'ai plus de dilution, donc j'ai au moins multiplié par 4 le chiffre, et dans ce cas-là, il y a une augmentation qui est considérée comme significative, et on peut vraisemblablement penser qu'il y a eu une infection récente, antérieure à la prise de sang, mais récente. Je vous ai mis en photo là une plaque, vous voyez que ça s'interprète. Alors là, ça s'interprète complètement à l'œil. Il faut 6 mois à 1 an de formation pour les gens à bien apprendre. On mesure l'intensité du petit bouton rouge ou du tapis rouge au fond des cupules, hein. Donc ça, c'est juste l'œil humain qui fait ça. Les techniques qualitatives, c'est là aussi ce que vous voyez traditionnellement quand vous avez des résultats, soit un test de Coggins ici, où on va regarder s'il y a ou pas un arc de précipitation qui apparaît dans une gélose, ou des techniques qu'on appelle ELISA, qui sont des microplaques et où on lit l'intensité de la réaction. Alors ici, dans cet exemple, c'est du bleu, ça peut être du jaune ou du vert, par exemple. Et ça, c'est une machine qui le lit, hein. Inconvénient de ces techniques-là, c'est que c'est juste positif, négatif et éventuellement douteux. L'ELISA, par contre, elle est extrêmement bien adaptée à faire de la grande série, hein. Il y a 96 puits dans une plaque, donc on peut passer, il y a 4 témoins en général, donc on peut passer en général jusqu'à 92 échantillons en même temps. Et puis, c'est une technique qui peut aussi s'automatiser. 2 mots toujours, on était donc sur ces techniques euh, spécifiques indirectes, hein. On détecte donc, imaginons qu'on est dans le cadre d'une infection qui va arriver, on est dans un cadre purement théorique. Le contact avec l'agent infectieux, les symptômes ne commencent que là, hein. Alors, vous en entendez beaucoup parler en ce moment avec le coronavirus, hein, humain, c'est-à-dire que pendant cette période entre le contact et le début des symptômes, vous hébergez du virus et vous pouvez éventuellement en excréter. C'est toute la difficulté, c'est que vous n'avez pas encore de symptômes et pourtant vous êtes déjà infecté. Le pathogène, vous voyez qu'il a sa courbe à lui. Et ensuite, il y a différents types de molécules qui sont synthétisées par notre organisme, qui sont des molécules de défense contre cet organisme, qui permettent de lutter contre lui, de l'attaquer et de l'éliminer, hein, mais que nous, on va utiliser, je dirais, indirectement en labo pour faire ces fameuses analyses sérologiques. Les premières à apparaître dans le temps sont les IgM. Et ensuite, elles sont suivies, vous voyez qu'elles apparaissent relativement précocement, quelques jours après le contact. Mais par contre, elles disparaissent assez vite, de l'ordre de 3 à 4 mois. Les IgG, elles, apparaissent un petit peu plus tardivement. Alors, et puis par contre, elles ont une persistance beaucoup plus longue et elles décroissent beaucoup plus longtemps. Si on prend par exemple le cas de la pyroplasmose, nous on a suivi des chevaux pendant plus de 18 mois, tous les mois, et donc pendant 18 mois après la pyroplasmose, le cheval est resté positif en sérologie. Il n'avait plus de parasites dans le sang, il était complètement guéri. Par contre, il avait encore une réaction sérologique positive. Elle signait juste que le cheval avait vu, avait rencontré des parasites et qu'il en avait gardé la mémoire de ça. Et éventuellement des éléments de protection, parce que s'il était amené à en rencontrer, il pourrait du coup sauter sur le dos du parasite et essayer de l'éliminer beaucoup plus rapidement que sur un premier contact. Vous avez sur la partie droite de la diapo des éléments pour aller un petit peu plus dans le concret. Alors, ce n'est pas sur un exemple cheval, c'est un exemple j'ai pris qui est sur la dengue, hein, qui est une maladie humaine. Vous voyez que la partie virémique, donc le virus passe dans le sang, dans cette maladie-là, hein, à ce moment-là, on peut faire de la PCR sur le sang ou un petit test rapide dans le sang. Et ça nous donne un diagnostic précoce. Deuxième possibilité, on attend un peu ou on intervient. Les gens ont eu leur phase de fièvre, mais ils se sont dit, bon, c'est peut-être un passage grippal, j'ai un peu de courbature, tout ça. Bon, bah oui, c'est pas très grave. Ils n'ont pas été voir le médecin tout de suite.
Et on intervient plus tardivement. Et à ce moment-là, on va faire un test plutôt sérologique, soit un test IgM qui sera quand même un petit peu plus précoce, soit un test IgG. Chez nos chevaux, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a en fait très peu de tests sérologiques qui utilisent des tests IgM. Parce que les IgM du cheval ont une particularité qui fait ça les rend très embêtantes à travailler en laboratoire. Donc, on a donc deux grandes analyses qui font ça, soit de l'ELISA, on en a parlé, vous avez vu tout à l'heure sur les plaques, spéciales IgM pour un virus, qui est le virus du West Nile, hein, qui est une maladie qui touche aussi l'homme, qui entraîne soit des syndromes fébriles, un peu type fièvre, syndrome grippal chez le cheval ou chez l'homme, et puis aussi malheureusement des troubles neurologiques qui peuvent être assez graves dans les deux cas. Donc ça, hormis cette maladie-là, on n'a pas d'autres kits aujourd'hui commerciaux contre des IgM chez cheval. Autre possibilité, utiliser des techniques donc de RFC, donc de réaction de fixation du complément, qui elles sont plutôt des analyses qui vont avoir une action IgM et peu en IgG. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait si on a une infection récente? On va essayer donc de faire soit de l'IgM, mais on voit qu'on n'a pas tous les outils, soit on va faire de l'IgG, mais si on intervient trop tôt, on risque de ne pas avoir encore d'IgG qui s'est développé. Donc ça nous impose de faire un premier test à ce moment-là, et puis le jour du premier prélèvement, hein, et puis et là on risque d'avoir un résultat négatif, et de refaire un test 15 jours, 3 semaines après, et là à ce moment-là, vous voyez qu'on a un niveau de taux d'anticorps qui aura fortement augmenté, on aura à ce moment-là un résultat positif. Attention en maladie infectieuse équine, il y a une maladie essentiellement qui est une maladie que vous connaissez sans doute tous, qui est la maladie de l'anémie infectieuse équine, hein, qu'on détecte avec un test de Coggins. Et donc ce virus de l'AIE, hein, pour anémie infectieuse, anémie infectieuse équine, pardon, et une maladie qui peut mettre jusqu'à 90 jours, donc presque 3 mois pour passer d'un statut négatif à un statut positif. Donc ça, c'est une maladie qui, pour le coup, est très embêtante à diagnostiquer parce qu'elle peut entraîner des séroconversions très tardives. La durée totale, donc, qui peut parfois être très longue, on en a parlé tout à l'heure. Donc, avoir un résultat positif, ça ne veut pas forcément dire que le cheval est malade. Ça peut vouloir juste dire que le cheval a vu le parasite, le virus ou la bactérie. Donc là aussi, confère ce qu'on a dit au démarrage. Importance de savoir à quel moment on intervient et à quel moment on peut interpréter ça comme un résultat positif juste contact ou un positif, attention, c'est sans doute la maladie qui est responsable de ça. Autre problème des analyses sérologiques, c'est qu'on ne peut pas distinguer les anticorps, donc IgG ou IgM, fabriqués par une infection, on va dire, sauvage, d'une infection qu'on a voulu, c'est-à-dire le cas de la vaccination. Si on prend la rhinopneumonie ou la grippe, par exemple, si on vaccine des chevaux, ils vont avoir une réaction sérologiquement positive qui va se développer. Et donc là, si on fait un prélèvement, est-ce qu'on pourra faire le distinguo? La plupart du temps, non. C'est par contre l'avantage des techniques quantitatives, c'est-à-dire que si on a un vaccin qui a été fait il y a très longtemps, le taux d'anticorps va être relativement faible. Si ce même cheval vacciné il risque d'avoir eu la maladie malgré tout récemment, là le taux d'anticorps, vous le voyez, hein, est normalement beaucoup plus important. Et donc, en jouant avec ça, on peut approcher, on commence à se rapprocher déjà de Madame Irma, hein, de la première diapo. Vous voyez qu'on commence il est possible qu'on commence à prendre des précautions oratoires dans l'interprétation. Hein. C'est pas du on-off, c'est pas de l'informatique avec du 0 ou du 1.
Dernière diapo sur cette partie un peu autour de la sérologie, histoire de complexifier encore un petit peu le raisonnement. Et là, je vous renvoie à une deuxième webconférence autour de l'immunité du poulain. Hein, c'était une webconf qu'avait fait Laurent Vigneault il y a quelques mois, quelques années. Euh, et donc, les éléments importants à retenir de ça, c'est que le poulain, quand il naît, il ne sait pas fabriquer d'anticorps et il n'a pas de réserve d'anticorps. C'est une des particularités du poulain. Donc le seul moyen de le protéger, hein, vous voyez que c'est cette courbe-là, elle est à zéro. Hein, c'est l'immunité propre du poulain, la courbe en bleu. Là. Le seul moyen de protéger le poulain, c'est de lui faire absorber dans les 24, grand maximum 48 premières heures, le maximum de colostrum possible. Donc il faut qu'il surveille qu'il tète bien et s'assurer que la maman a un colostrum de bonne qualité pour avoir ce qu'on appelle de l'immunité passive, c'est-à-dire récupérer les anticorps de sa maman qui passent dans le colostrum et après qui passeront dans le lait, sauf que quand ils seront dans le lait, le poulain, lui, n'est plus en capacité de les absorber par son intestin. Donc on a 48 heures, c'est dans les 48 premières heures que tout se joue. Cette immunité passive, issue de sa maman, elle va le protéger, mais elle va décroître. Et vous voyez que les deux courbes se croisent aux alentours de 2 mois, 2 mois et demi à peu près. Ce qui fait qu'on a une fenêtre pendant laquelle on a un déficit de protection de notre poulain. Il n'est plus suffisamment protégé par les anticorps de sa mère, mais il n'est pas encore assez protégé par sa propre capacité à fabriquer des anticorps. Donc ça, c'est une fenêtre de grand danger pour le poulain entre classiquement 1 mois et demi, 2 mois, jusqu'à à peu près 3, 4 mois. Alors les choses sont un peu fluctuantes parce qu'encore une fois, on fait de la biologie et pas des maths. Et ça dépend un peu des poulains, des quantités absorbées, etc. Mais donc, ça, c'est un élément important. Ce qui veut dire que ce que votre poulain aura comme anticorps qui seront détectables dans cette période-là, hein, pendant on va dire, ces 2 premiers mois de vie, ce sont les anticorps que sa mère a fabriqués, soit par les vaccins qu'on lui a administrés, soit par l'immunité qu'elle a développée vis-à-vis des microbes qu'elle a rencontrés dans son environnement. Mais dans son environnement à elle, là où elle a l'habitude de vivre. C'est-à-dire que, attention, quand on change une jument pour l'envoyer à la saillie ou à pouliner dans un autre haras, le microbisme n'est pas forcément le même. Il peut y avoir des petites adaptations ou des mésadaptations entre les différents microbismes. Donc ça, c'est un élément important, ce qui veut dire que quand on va doser ici les 2 premiers mois, on ne dosera pas tout à fait ce qui s'est passé dans l'organisme de notre poulain, mais plutôt dans l'organisme de sa maman. Voilà, j'en ai terminé moi pour les premiers cas, je dirais la première partie qui est un petit peu théorique, j'en suis navré, mais qui est essentielle pour essayer de bien comprendre les 4 cas qu'on va essayer de rapidement brosser ensemble. Pour essayer de mettre en application ce qu'on vient d'approcher en théorie, et puis vous montrer que la vérité est parfois un tout petit peu plus subtile ou complexe que le schéma que je vous ai taillé un peu à la serpe là pendant cette première demi-heure. Donc je vous présente un petit poulain de 6 semaines qui est né dans le haras A. Sa maman suitée est emmenée dans le haras B pour être saillie et gardée dans ce haras B jusqu'à avoir un diagnostic de gestation positif. Ce haras B est un haras qui est connu par la clinique qui intervient comme un haras où il y a régulièrement des cas de rhodococose. Et donc, le vétérinaire est appelé ce jour-là pour un autre poulain qui présente une petite toux sèche et quinteuse depuis 3 jours et il a une température de 38,8. Vous voyez qu'on a voilà, notre contexte, notre anamnèse, nos commémoratifs, l'histoire du poulain, l'histoire de la maladie, etc. Qu'est-ce qu'on constate? Le vétérinaire fait une échographie des poumons et il voit qu'il y a des petits abcès dans le poumon. Il y en a pas mal. Il fait une prise de sang qui révèle donc 17 000 globules blancs par millimètre cube, dont 85% de polynucléaires neutrophiles, et une ESA supérieure à 125, c'est-à-dire très élevée. Alors, que suspecter à ce stade? Il y a visiblement des abcès pulmonaires, et la prise de sang, donc je vous rappelle, méthode non spécifique, hein, elle nous indique qu'il y a une augmentation des globules blancs, donc au minimum une inflammation,
beaucoup de polynucléaires neutrophiles, donc ça, c'est très vraisemblablement une infection probablement d'origine bactérienne. Hein, les neutrophiles, ils sont souvent là quand il y a des bactéries. Et puis, l'ASA qui est très élevé, qui vient confirmer qu'il y a un gros phénomène inflammatoire chez notre poulain. Compte tenu du contexte, de l'histoire du poulain, du fait qu'on est dans un haras où il y a de la rhodo, il y a une suspicion assez forte de rhodo, surtout qu'on a des abcès qui ont été visibles. Qu'est-ce qui a été fait? Il a été choisi dans un premier temps, en même temps, de faire une ELISA rhodo qui revient négative. Alors là, on commence à se gratter la tête, mais bon sang, pourtant ça y ressemble bien. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on peut suspecter? Est-ce que c'est une autre maladie? Et est-ce qu'on continue à garder je dirais notre avis de Rodo ou pas? Et, et là, il faut commencer à revoir les diapos qu'on a vus précédemment. Si vous vous souvenez, quand je vous ai parlé de l'immunité du poulain, on est sur un poulain de 6 semaines, comme les perdreaux. Et donc, on est sur un poulain qui n'est pas encore en capacité à développer lui-même son immunité. Donc, avoir un résultat négatif, moi, ça ne m'étonne pas forcément. Très vraisemblablement, il n'a pas encore développé suffisamment d'anticorps pour être en sérologie positive. Donc moi, ça m'affole pas. Et je reste avec mon idée que très vraisemblablement, on a une rhodococose à traiter. En même temps, le vétérinaire, comme c'était un poulain qui avait un peu de valeur, a fait un lavage trachéal pour une mise en culture, parce qu'il y avait quand même ces abcès dans le poumon, hein, et essayer de voir quelle était la bactérie qui était responsable. Et puis, bah, parce qu'on a, malgré ce résultat ELISA rhodo négatif, une suspicion de rhodococcus, il y a un traitement rhodo qui est mis en place en attendant les résultats de la bactério. Une bactério, c'est au minimum 48 heures pour que ça pousse. Et après, dans un deuxième temps, il y a la partie identification de là ou des bactéries qui ont poussé. Hein. Donc, c'est minimum 3, voire plutôt 4 jours, grand minimum, avant d'avoir un résultat négatif ou positif. Et puis, qu'est-ce que la bactério nous a rendu finalement comme résultat? Présence d'une culture pure de Rhodococcus equi. Et là, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut se poser la question, si vous avez déjà un peu entendu parler de rhodo, est-ce qu'il y a tous les rhodos sont égaux ou pas? Eh ben non. En fait, c'est une bactérie qui est un petit peu particulière. Il y a certains rhodococcus qui sont pathogènes pour le cheval parce que dans la bactérie, il y a un petit anneau d'ADN qui s'appelle un plasmide. Et ce plasmide, il code pour une protéine spéciale qui s'appelle la protéine VAP. Ça veut dire virulence associated protein, donc protéine associée à la virulence. Et donc, c'est seulement les bactéries qui ont ce VAP-A qui sont, qui sont des bactéries qui seront pathogènes pour le poulain. Les bactéries qui n'ont pas ce petit anneau, ce plasmide de virulence, elles ne seront pas pathogènes. Par contre, sur une boîte de pétri, elles ont exactement le même aspect. Donc on ne peut pas, sur un résultat bactériaux classique, faire le distinguo entre de la rhodo VAP positive, virulente, ou de la rhodo pas virulente. Donc à ce stade-là, on va dire qu'on a une suspicion renforcée de rhodococose. On a des abcès, on a des globules blancs, on a de la SA, on a du rhodo qui pousse, mais voilà, on ne sait pas s'il est pathogène ou pas. Donc dans ce cas-là, il faut faire la recherche de ce gène de virulence avec une PCR. Donc la PCR, la question a été posée, donc j'y réponds tout à l'heure. J'y réponds tout de suite. Ça veut dire polymérase chain reaction, c'est un anglicisme. Ça veut dire qu'on amplifie l'ADN des bactéries ou des virus pour pouvoir l'identifier. C'est un peu comme en médecine légale, hein, quand vous voyez dans les films, là, ils font des prélèvements dits d'ADN pour savoir si c'est tel ou tel individu. Ils multiplient ou ils amplifient l'ADN qu'ils ont détecté sous les ongles ou sous un timbre quand les gens ont léché le timbre, etc., par ces techniques de PCR. Et donc là, si on fait le bilan, on a donc, des techniques non spécifiques qui nous disent qu'on a des abcès avec une infection plutôt bactérienne.
Bon, a priori, une sérologie qui nous dit, c'est pas de la rhodo, mais on a dit que la sérologie, là-dessus, il fallait s'en méfier parce elle nous avait sans doute donné une fausse indication compte tenu du jeune âge du poulain. On a un lavage trachéal qui nous dit qu'il y a du rhodo et qu'en plus, ce rhodo, il est pathogène grâce à la PCR. Donc pour moi, la CQFD, le poulain, c'est bien un poulain qui est un poulain à rhodo. Autre intérêt quand même d'avoir pu mettre, parce qu'on aurait pu faire la PCR directement, intérêt quand même d'avoir eu la bactérie en culture, c'est de pouvoir faire un antibiogramme, de savoir si on a des souches qui sont résistantes à tel ou tel antibiotique, hein. Et donc de pouvoir autrement faire un autovaccin. Dans le cas de figure qui nous intéresse, il n'y a pas d'intérêt de me lancer la fabrication d'un autovaccin, puisque l'autovaccin, le poulain, il réside, je vous rappelle, normalement avec sa maman dans le haras B, dans le haras A, pardon, qui est un haras dans lequel il n'y a pas de rhodo, hein. Donc on va passer au cas numéro 2. Et vous voyez que les deux cas sont liés. On est toujours dans notre arabé et là on intervient pour un poulain qui a 2 mois d'âge, qui a de la fièvre depuis 24 heures. Le poulain vaut moins de soupe, il n'est pas super facile, donc il y a une décision qui est prise par les détenteurs de ne pas faire de lavage trachéal comme pour son copain. À l'échographie, on ne voit pas d'abcès. Il a quand même 12 000 globules blancs, c'est un tout petit peu élevé pour un poulain. Il y a un petit peu moins de neutrophiles que tout à l'heure et une SAA qui est trop élevée, mais qui est beaucoup moins forte que tout à l'heure. On a une sérologie rhodo positive. Par contre, c'est un poulain du haras, hein, c'est pas un poulain de client comme tout à l'heure qui est venu pour la saillie. Et donc, c'est un poulain qui réside là, enfin une mère qui réside là à l'année. Et donc, on a notre sérologie rhodo qui est positive. Et alors, la question, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qu'on a? Parce que on a pratiquement le cas opposé de tout à l'heure, quoi. On a un poulain de 2 mois, il y a un peu de blanc, une SA un petit peu élevée, mais on ne voit pas de lésion à l'échographie. Donc moi là-dessus, même si j'ai un résultat de sérologie rhodo positive, je pense que cette sérologie rhodo, c'est plus le reflet de la sérologie rhodo de sa maman, c'est-à-dire que bah, voilà, Rhodococcus, c'est une bactérie qui vit dans le sol. Elle est là, elle est là dans le sol et elle est sa mère a développé des anticorps contre, tant mieux. Elle va pouvoir les passer à son poulain et le protéger contre ça dans les premiers mois de vie. Mais c'est, de mon point de vue, probablement pas une rhodococose. Le vétérinaire, comme il n'y avait pas de lavage trachéal qui avait été fait, il a pris le parti de faire un écouvillon de nasopharyngé, hein, ce qui est noté ENP, écouvillon de nasopharyngé, hein, donc des gros cotons-tiges là qu'on met dans les naseaux, pour faire une culture et regarder si on a. En attendant, il y avait un choix à faire. Est-ce qu'on met ou pas en place un traitement contre la rhodococose ou est-ce qu'on met un antibiotique plus traditionnel en place? Le choix a été fait de mettre un antibiotique traditionnel, donc c'était des trimethoprim sulfonamide. Pourquoi? Parce que même si c'est un hara qui est plutôt un hara avec des cas de rhodo, la clinique était un peu moins évocatrice, il n'y avait pas d'abcès pulmonaire. Donc il y a eu un choix qui a été un choix raisonné entre le vétérinaire et les propriétaires du hara de ne pas mettre un traitement rhodo en place parce que le traitement rhodo, normalement, on ne peut l'utiliser que quand on a un cas affirmatif de rhodo et que le poulain il était géré pas trop mal avec ses trimethoprim sulfamide et que pour l'instant, en attendant les résultats de la culture, ça permettait d'attendre gentiment. Ces antibiotiques qu'on utilise contre la rhodo sont des antibiotiques qui sont des antituberculeux en médecine humaine, hein. Donc, on a failli les perdre en droit d'utilisation pour la médecine vétérinaire. Donc, on doit les utiliser avec le plus de parcimonie possible. Le retour de la bactério nous dit ben, il y a un rhodocoque plasmide plus dans les naseaux et un streptocoque bêta-hémolytique. Bon, alors là, on dit mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait? On traite ou on ne traite pas?
Eh ben, le choix a été de ne pas traiter contre la rhodo encore, parce qu'on a des têtes de Normands et qu'on est un peu têtus comme des mules, et surtout parce qu'on a essayé de raisonner notre réflexion. Euh, je vous rappelle qu'on a fait un écouvillon nasopharyngé, c'est-à-dire qu'on a fait un écouvillon de la cavité nasale, en l'occurrence là du poulain, euh, et que dans cette cavité nasale, il passe à peu près tout ce que le poulain respire, c'est-à-dire de la poussière. Alors c'est comme ça que se transmet la rhodo, mais c'est pas parce qu'il y a de la rhodo dans le sol qu'il y a forcément de la rhodo dans le poumon, hein. Euh, si on avait eu un résultat Rhodo plus sur un lavage trachéal ou un lavage broncho-alvéolaire, évidemment la discussion aurait été tout autre. Mais là, sur un résultat qui est juste, en fait, globalement, c'est comme si on avait un peu écouvillonné l'air ambiant, hein. Et donc là, on a pris la décision de ne pas traiter d'un commun accord avec le HARA, le veto et puis le labo, et de continuer avec les TMP sulfa parce qu'en plus le poulain s'améliorait le temps que le résultat revienne. Finalement, on a guéri ce poulain avec des TMP sulfonamides pendant 6 jours simplement. Il a été suivi par contre en SA et en numération formule et il allait dans le bon sens, hein. Donc vous voyez, méfiance, c'est pas parce qu'il y a des choses positives. Là, c'était pour approcher cette notion que dans le nez, c'est pas toujours pour des bactéries. On a aussi les bactéries éventuellement de l'environnement et on est dans un haras où il y a du rhodo dans le sol. Cas numéro 3, on va essayer d'accélérer un tout petit peu pour pas que vous puissiez qu'on tarde pas trop. C'est un cheval de CSO de 13 ans qui présente de la fièvre assez forte depuis 24 heures. Il est jaune citron, hein, donc il y a de l'ictère et les urines sont sombres. Il y a en plus de l'œdème des postérieurs. À la prise de sang, il a donc 6200 globules blancs. C'est plutôt bas, hein. On est plutôt pas, comme vous avez vu, le poulain on était à 12 000, 17 000. Là, on est à 6 000. On est plutôt en manque de globules blancs, en leucopénie. On est aussi en anémie. Il n'y a pas beaucoup de globules rouges et il y a un taux d'hémoglobine qui est relativement faible. Et puis le VGM, pardon, la photo est sur le résultat. Le VGM a été à 47, donc il est légèrement augmenté. Le VGM, c'est le volume globulaire moyen, c'est la taille des hématies. Et c'est chez le cheval, contrairement à toutes les autres espèces de mammifères, on ne peut pas utiliser une espèce de cellule dans le sang qui s'appelle les réticulocytes, qui sont les précurseurs des globules rouges, pour savoir si une anémie est régénérative ou pas, c'est-à-dire si le cheval fabrique ou surfabrique des globules rouges pour compenser son anémie. Le cheval, il n'en a pas qui circulent des réticulocytes. Donc on utilise, entre autres, la taille des hématies, puisque c'est un peu comme chez nous. Plus les hématies sont jeunes, plus elles sont grandes, et puis en vieillissant, elles se rabougrissent et elles deviennent de plus en plus petites, hein. Donc avec un VGM augmenté, on peut penser qu'on a des jeunes hématies, donc plutôt un cheval qui est en train d'en fabriquer. Et puis on n'a que 50 000 plaquettes, donc plutôt des plaquettes faibles, donc ce qu'on appelle une thrombocytopénie. Et au vu de ça, qu'est-ce qu'on peut suspecter? Donc la première, je pense, pour tout le monde, la première des idées qui vient, voilà, on a pas des globules rouges, on a, alors je vous l'ai pas mis, mais il y avait en plus de la bilirubine, c'est un pigment qui est issu de l'hémoglobine, hein, dans les globules rouges, qui fait qu'il y avait une destruction des globules rouges. Donc on a une anémie hémolytique, hein, par destruction des globules rouges, avec une thrombocytopénie, donc un manque de plaquettes, une légère leucopénie, une forte hyperthermie, de l'ictère, de l'œdème, etc. Ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup à de la pyro. Le frottis était négatif. Alors, quoi en conclure? Là aussi, quoi en conclure? C'est-à-dire que moi, je reste avec mon idée quand même, parce que on sait aussi qu'un frottis sanguin, surtout sur du sang pris à la jugulaire comme là, c'est pas une technique sensible pour détecter de la pyroplasmose. Si c'est positif, pas de problème, on est sûr que c'est ça. Si c'est négatif, on ne peut pas exclure qu'il n'y a pas. Des fois, on a trouvé, nous, sur certains frottis, on trouve une hématie sur l'ensemble du frottis qui est parasité, hein. Donc, imaginez, c'est une goutte, c'est quelques millièmes de millilitres de sang sur un cheval qui a à peu près 45 litres de sang qui circule, hein. Donc,
C'est une méthode qui est vraiment pas très sensible. Donc, on reste quand même avec notre hypothèse de Piro. Il y a une demande de sérologie Piro qui a été faite. Le cheval revient avec des résultats positifs à Babesia-Cavalli à 80, donc c'est juste le seuil de positivité, pas très fort, et juste une dilution au-dessus pour Teleria et Qi. Qu'est-ce qu'on en conclut? Est-ce que c'est suffisant pour conclure que c'est une pyro? Est-ce que c'est pas suffisant? Pour moi, c'est des titres qui sont pas suffisants. Ceci étant, je vous renvoie à la courbe de fabrication. Là, on est sur IFAT, on est sur des IgG. Hein. Le cheval, il est malade depuis 24 heures, même s'il a été en contact sans doute plusieurs jours avant avec la tique qui lui a transmis l'éventuelle pyroplasmose. Euh, on est très vraisemblablement en tout début de séroconversion, donc avoir des chevaux positifs mais très faibles ne m'étonne pas forcément. Donc, on va dire que ça, pourquoi pas une pyro, effectivement, mais plus parce que la prise de sang, donc nos éléments non spécifiques nous orientent là-dessus que les résultats vraiment de la séro. Il y a une PCR qui, par contre, a été faite, hein, donc on a été rechercher l'ADN des deux parasites. Le cheval est bien positif à Babesia-Cavalli et négatif à Teleria equi. Donc vous voyez que on a quand même un cheval qui est sérologiquement positif à Teleria equi, et même plus qu'à Cavalli, mais qui pourtant est pas malade de Teleria equi, il est malade de Babesia-Cavalli. Parce que on est vraisemblablement sur un cheval qui a vu de la pyro déjà il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui a gardé un petit peu la mémoire de ça. Donc attention à ça. Mais par contre, c'est bien Babesia Cavalli qui l'embête et qui fait qu'il est dans cet état-là. Donc le cheval est traité contre la pyroplasmose avec du carbésia, hein, de carbe. Puis il a été revu 15 jours après le traitement pour un contrôle. Donc PCR négative pour les deux parasites. Hein, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'a plus de parasites dans le sang. Et puis, on est dans le cadre de la cinétique d'anticorps. Et là, on l'a refaite parce que le cas était intéressant, puis qu'il y avait cette webconf et que c'était un peu pédagogique. En pratique, c'est rarement demandé. Hein, dans ces cas-là, on se contente de la PCR. Mais là, on a refait une sérologie Babesia-Cavalli sur ce cheval. Et vous voyez qu'il est passé de 80 à 1280, c'est-à-dire qu'il a sauté 80, 160, 320, 640, 1280. Hein, il a été multiplié par 5 fois 2. Donc, et par contre, il est toujours à 160 en Teleria. Donc là, il n'a pas séroconverti. Donc, de l'intérêt de ces notions de temps et puis des techniques quantitatives. Dernier cas, pour qu'on ait un peu le temps d'échanger aussi. Je termine avec un foyer de grippe. Dans un rat de trotteur, il y a donc le vétérinaire vient, il est vétérinaire sentinelle du RESP. Il fait 3 écouvillons sur 3 chevaux qui toussent, qui mouchent contre la fièvre. Même si c'est un effectif qui est plutôt bien vacciné, on était en 2019 et on sait qu'en 2019, le virus était un petit peu différent des autres années et que les vaccins n'ont pas trop aimé et on avait des chevaux qui faisaient des grippes moins fortes, mais qui pouvaient quand même, pas tout le temps, mais qui pouvaient, malgré le vaccin, faire la grippe. Et puis, dans la réflexion avec le propriétaire du haras, là, il avait rentré un cheval 15 jours avant et qui rentrait de l'entraînement. Et ce cheval-là, il était avec de la fièvre aussi. Bon, sur le coup, ils se sont dit, bon, il y a de la fièvre, voilà. Bon, ils ne l'ont pas isolé, bref. Euh, et il se demande si c'est pas ce cheval-là qui a pu rentrer la grippe dans le haras. Et il voudrait voir si on a la possibilité de le confirmer ou pas. Donc, que choisir? Ce cheval, donc ça fait déjà 15 jours qu'il est rentré. Il a été malade plusieurs jours avant, déjà à l'entraînement. On risque, si on utilise un test rapide grippe, très vraisemblablement, on aura un résultat négatif. Voilà. Même une PCR, j'allais dire, assez sensible. On est presque à 3 semaines du début de la maladie pour ce cheval qui serait à l'origine de l'entrée du truc. C'est peut-être pas le meilleur des outils. C'est possible, mais c'est peut-être pas le meilleur des outils. Et il a été choisi de faire une sérologie. Euh, et alors, l'Elisa grippe, elle revient positive.
Alors, donc, bah, on se dit, bah ouais, youpi, tralala, quoi. On a trouvé le truc. Et puis en réfléchissant, on se dit, bah attends, il y avait le gars là qui nous a fait la webconf, il nous a dit que la sérologie, elle marquait aussi les vaccins. Donc, le cheval, il était vacciné, qu'on le trouve sérologiquement positif. Finalement, on a peut-être juste détecté les anticorps que le vaccin avait produits. Donc, c'est finalement peut-être pas lui qui a rentré la grippe dans le haras. On s'est peut-être un peu fourvoyé. Et vous auriez raison de réagir comme ça. Comment Mais comment on a juste oublié un truc, c'est que ce cheval, il a été vacciné avec un des vaccins qui est commercialisé, qui s'appelle le Protecflu. Et ce vaccin, il permet, c'est le seul sur le marché, qui permet de distinguer le virus sauvage des anticorps produits par le virus sauvage, pardon, des anticorps produits par le virus comment, vaccinal. Et voilà comment ça marche. Vous avez du virus grippal. Un virus grippal, il y a des protéines à l'extérieur, à la surface du virus, hein. C'est tous ces petits picots verts et noirs. Et puis, il y a des choses à l'intérieur du virus, des trucs rouges. Donc, quand on a un cheval qui est atteint par le virus sauvage, hein, qui rend les chevaux malades, donc il développe une réaction positive contre les petits trucs verts qui s'appellent les hémagglutinines, et puis contre les petits trucs rouges qui s'appellent les nucléoprotéines. Si on a un cheval qui est vacciné avec un vaccin traditionnel, c'est des vaccins avec du virus de la grippe, mais du virus tué, hein. Et donc le cheval, lui, il reconnaît les hémagglutinines, il reconnaît la nucléoprotéine et il développe des anticorps contre les deux, et il est donc hémagglutinine positif, ELISA, donc nucléoprotéine positive. Simplement, la technologie du vaccin Protecflu, elle fait qu'on prend un petit bout alors pas de l'ADN, mais de l'ARN du vaccin, qu'on introduit dans un autre virus, qui est un virus d'oiseau, qui est absolument pas pathogène ni pour les oiseaux ni pour les chevaux. Et c'est avec ce virus-là, qui est un virus recombinant, qu'on vaccine les chevaux. Et comme on a mis dedans un petit bout d'acide qui ne code que contre l'hémagglutinine, c'est-à-dire que contre les petits trucs verts, le cheval, il n'est positif que contre l'hémagglutinine. Et donc, un cheval vacciné avec un vaccin Protecflu recombinant, si on fait un test contre la nucléoprotéine, qui est donc l'élément rouge qui n'est pas présent dans les Canaripox, on devrait avoir une ELISA négative. Hein, donc c'est un des rares vaccins commercialisés qui nous permet d'avoir l'exemple contraire. C'est pour ça que dans la présentation initiale, je vous avais dit que dans la plupart des cas, ça ne permettait pas de. Dans le cas présent, avec ce vaccin, il représente 80% du marché français, hein. On peut faire la différence. Et c'est pour ça que ce cheval qui revient avec un résultat ELISA positif, c'est un cheval, comme il a été vacciné en Protexflux, c'est que c'est forcément un cheval qui a vu du virus sauvage. Donc, ça veut dire que c'est sans doute effectivement bien lui qui a vu les éléments. Donc voilà, je suis désolé, j'ai été un petit peu long, mais ça me paraissait important qu'on puisse essayer de remarquer les choses avec ces éléments de clinique. Je vous propose de reprendre quelques-unes des questions qui se sont faites au cours de la présentation. Donc, il y en avait une qui était sur qu'est-ce que la PCR, mais normalement, j'y ai répondu là, hein, donc c'est cette amplification. Euh, la clinique et le diagnostic thérapeutique pour le poulain guéri ne suffisent pas au diagnostic. Si, la question est que on peut se contenter de ça, on peut aussi vouloir essayer de voir si nos antibiotiques sont bien adaptés, parce qu'il y a aussi les autres. Donc là, on a besoin de la souche, hein. Et puis donc, bah, vous avez vu dans l'exemple 2 qu'avoir un résultat positif peut aussi faire que c'est pas forcément de la rhodo. Donc c'est quand même important d'avoir autant